Je revenais de l'église et j'ai reçu un message de ma petite fille, « N'oublie pas de regarder autour de toi. » Avant de commencer cette histoire, si vous avez vécu des situations similaires ou connaissez quelqu'un qui a affronté des trahisons familiales, laissez un like et partagez votre expérience dans les commentaires. Les vraies histoires ont toujours le pouvoir de toucher les cœurs et d'aider d'autres personnes qui traversent des moments difficiles. Votre participation rend cette communauté plus forte. Je m'appelle Marcel Dubois, j'ai 68 ans et j'ai travaillé pendant 42 ans comme mécanicien chez Renault à Lyon. Mes mains sont marquées, scarifiées par des décennies de graisse et de métal, mais ce sont des mains honnêtes. Des mains qui ont construit une vie, une famille, un foyer. Des mains qui n'ont jamais volé un centime à personne. C'était un dimanche soir de novembre quand tout a commencé. Le soleil couchant orangé se reflétait sur les toits du 3e arrondissement de Lyon pendant que j'attendais le tram à la station Pardieu. L'air était frais, typique de l'automne lyonnais, et je venais de finir la messe de 18h à la basilique Notre-Dame de Fourvière. J'étais fatigué, comme toujours après une longue semaine, mais c'était une fatigue paisible, celle qui vient d'une journée bien remplie de prières et de recueillement. Mon téléphone portable, un vieux Samsung que ma fille Céline m'avait offert il y a 3 ans en disant « Papa, tu dois apprendre WhatsApp », vibra dans la poche de mon manteau. Il était inhabituel de recevoir des messages à cette heure. Ma femme Madeleine était décédée il y a 7 ans, Céline vivait à Marseille avec son mari et les enfants, et mon fils Antoine, eh bien, Antoine était une autre histoire. Je sortis le téléphone avec mes doigts encore un peu engourdis par le froid. Le message venait de Julie, ma petite fille de 18 ans, la fille de Céline. Julie avait toujours été une jeune fille spéciale, observatrice, silencieuse mais intelligente. Elle n'envoyait jamais de messages à la légère. « Grand-papa, n'oublie pas de regarder autour de toi quand tu arrives à la maison. » Je relus le message 2 fois. C'était étrange. Julie n'écrivait jamais de façon si cryptique. D'habitude, ses messages étaient simples, « Comment ça va grand-papa » ou « Merci pour le cadeau ». Celui-ci avait quelque chose de différent, d'urgent. Le tram T1 arriva après 10 minutes d'attente. Je montai, compostai mon ticket et m'assis à ma place habituelle, 3e rangée à droite. Pendant les 25 minutes de trajet vers la maison, je n'arrivais pas à arrêter de penser à ce message. Regarder autour de moi? Pourquoi? Que devais-je chercher? Ma maison se trouve dans le quartier de Gerlande, une petite maison de ville des années 1960 que j'avais achetée en 1983 avec un crédit sur 20 ans. 3 chambres, un salon, une cuisine et un petit jardin qui donne sur la cour. Rien de luxueux, mais c'était à moi. Je l'avais payé avec la sueur de mon front, mensualité après mensualité, en renonçant aux vacances et aux petits plaisirs. Je descendis du tram et marchai lentement vers la maison. Il faisait nuit maintenant, et les réverbères de la rue Gerlande créaient ces cônes de lumière jaunâtre que je connaissais par cœur. Chaque soir, depuis 40 ans, je faisais le même chemin. Chaque soir, je saluais Madame Rousseau qui promenait son chien, chaque soir je passais devant le café de pierre qui fermait. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Le portail de ma propriété était entrouvert. Pas complètement ouvert, mais pas fermé comme il aurait dû l'être. Le portail avait une serrure automatique qui se fermait toujours après mon passage. Il était 8h40. Je m'approchai et poussai délicatement. Le portail s'ouvrit sans résistance. Quelqu'un l'avait bloqué de l'intérieur. J'entrai dans la petite allée pavée, et immédiatement je remarquai que la lumière du rez-de-chaussée était allumée. La lumière du salon, celle que j'avais éteinte avant de partir pour la messe. Quelqu'un était passé récemment. Très récemment. Je montai les 3 marches du perron lentement, essayant de ne pas faire de bruit. Mes chaussures du dimanche, lourdes et usées, semblaient comme des tambours dans cette nuit silencieuse. 1re marche, 2e marche, 3e marche. Ma porte d'entrée était entr'ouverte. Quand j'arrivai devant ma porte, mon cœur s'arrêta. La porte de ma maison était entrebâillée. Seulement entrebâillée, pas fermée. Une mince ligne de lumière filtrait par la fente. J'avais fermé cette porte le matin. J'en étais sûr. 40 ans de vie ordonnée m'avaient appris à être méticuleux.
Je ferme toujours la porte à clé, toujours. Et j'éteins toujours toutes les lumières avant de sortir, pour économiser sur la facture. Je poussai délicatement la porte et entrai. L'odeur qui m'accueillit n'était pas celle de ma maison. C'était une odeur différente, un mélange de parfums coûteux et de cigarettes. Quelqu'un avait été là, ou était peut-être encore là. Le salon avait été fouillé. Pas de manière violente, mais méthodiquement. Les coussins du canapé avaient été déplacés, les tiroirs du meuble ancien que j'avais hérité de ma mère étaient ouverts. Quelqu'un avait cherché quelque chose avec précision, sans vouloir ressembler à un cambrioleur ordinaire. Je me dirigeai vers la chambre. Le coffre-fort que je gardais caché derrière le tableau de Madeleine, ce petit coffre-fort où je conservais les économies d'une vie, était ouvert. Vide. 4 000 €. Ce n'était pas une fortune, mais c'était mes 4 000 €. De l'argent mis de côté centime après centime, en renonçant au dîner au restaurant, aux vêtements neufs, au petit luxe. De l'argent que je gardais pour les urgences, pour ne jamais être à la charge de personne. Mais ce n'était pas seulement ça. Les documents avaient aussi disparu. L'acte de propriété de la maison, le livret d'épargne, même les photos de Madeleine que je gardais dans la boîte en fer. Qui pouvait savoir où je gardais le coffre-fort? Qui connaissait la combinaison? La combinaison était la date de naissance de Madeleine, 15 mars 1948. Seule la famille le savait. Seule la famille. Le téléphone sonna. C'était Julie. Grand-papa, ça va? Tu as regardé. Julie, qu'est-ce qui se passe? Comment tu savais? Grand-papa, je ne peux pas parler maintenant. Demain je viens chez toi. Ne dis rien à personne, s'il te plaît. Même pas à maman ou à oncle Antoine. La ligne se coupa. Je restai assis sur le lit conjugal que j'avais partagé avec Madeleine pendant 35 ans, fixant le coffre-fort vide. Les murs de la chambre semblaient se refermer sur moi. 42 ans de travail honnête, 42 ans de sacrifice, et quelqu'un de ma famille m'avait volé. Mais qui? Et pourquoi Julie le savait-elle? Je ne dormis pas cette nuit-là. Je restai assis dans la cuisine, buvant du café et fixant la porte. Chaque bruit de l'immeuble me faisait sursauter. Chaque voiture qui passait dans la rue me semblait être celle du voleur qui revenait finir le travail. À l'aube, j'appelai l'usine pour dire que j'étais malade. En 42 ans, j'avais appelé malade peut-être 15 fois. Le contremaître, M. Leroux, qui me connaissait depuis 20 ans, ne posa pas de questions. Julie arriva à 9 heures du matin. Je la vis depuis la fenêtre traverser la petite cour, marchant vite mais regardant nerveusement autour d'elle. Elle avait 18 ans, mais à ce moment-là, elle paraissait beaucoup plus mature. Quand elle ouvrit la porte, elle me serra fort dans ses bras. Elle ne l'avait jamais fait auparavant. Julie n'était pas une jeune fille expansive. « Grand-papa, je suis tellement désolé. »« Julie, explique-moi tout. Comment tu savais? » Elle s'assit à la table de la cuisine, cette même table où Madeleine préparait les pâtes chaque dimanche pour toute la famille. Ses mains tremblaient légèrement pendant qu'elle parlait. « Hier soir, j'étais chez oncle Antoine pour l'aider avec l'ordinateur. Tu sais qu'il n'est pas très doué avec la technologie. Pendant que j'étais dans le salon, lui et tante Sylvie étaient dans la cuisine et parlaient à voix basse. Ils pensaient que je n'écoutais pas. Antoine, mon fils de 45 ans. Antoine qui n'avait jamais travaillé de façon stable, qui avait toujours vécu d'expédients et de prêts. Antoine qui m'avait demandé 3 000 € il y a 4 mois pour une opportunité de travail qui ne s'était jamais matérialisée. Qu'est-ce qu'il disait? Il parlait de toi, grand-papa. Oncle Antoine disait que c'était le bon moment, que tu étais à la messe et qu'ils avaient peu de temps. Tante Sylvie disait que c'était dangereux, que quelqu'un pourrait les voir. Puis oncle Antoine a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Julie s'arrêta, comme si les mots étaient trop lourds à prononcer. Il a dit, le vieux ne s'en apercevra jamais. Et même s'il s'en aperçoit, qui croira un imbécile qui a travaillé en usine toute sa vie? Ces mots me frappèrent comme une gifle. Mon fils, la personne que j'avais élevée, que j'avais envoyée à l'université avec mes sacrifices, m'appelait le vieux et imbécile.
Et puis ils ont parlé du coffre-fort. Oncle Antoine connaissait la combinaison parce qu'il t'avait entendu toi et grand-maman en parler il y a des années. Il savait aussi où tu le cachais. Il a dit à tante Sylvie qu'il y avait au moins 4 000 € dedans et tous les documents de la maison. La colère que j'éprouvais à ce moment-là était quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas seulement la colère pour le vol, pour l'argent volé. C'était la colère pour la trahison, pour l'humiliation, pour les années de sacrifice non reconnus. Julie, tu as des preuves. La jeune fille sortit son téléphone. J'ai tout enregistré, grand-papa. Du moment où j'ai entendu prononcer ton nom jusqu'à la fin de la conversation. Elle appuya sur play. La voix d'Antoine, reconnaissable, remplit la cuisine. Le vieux garde tout là-dedans, derrière le tableau de maman. La combinaison, c'est la date de naissance de maman. Demain il va à la messe de 6 heures, on a tout l'après-midi. Et puis la voix de Sylvie, sa femme, Antoine, ça ne me plaît pas. C'est ton père. Et alors? Il a toujours préféré Céline. À moi, il n'a jamais rien donné. Il est temps que je prenne ce qui me revient. L'enregistrement continuait pendant 5 minutes de plus. Antoine et Sylvie planifiaient dans les détails comment entrer chez moi, quoi prendre, comment faire passer ça pour un cambriolage fortuit. Quand l'enregistrement se termina, je restai silencieux pendant de longues minutes. Julie me regardait avec inquiétude. « Grand-papa, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? » « Que faire maintenant? Appeler la police? Dénoncer mon fils? » L'idée me semblait absurde et douloureuse à la fois. Mais puis je repensais à ces mots, le vieux ne s'en apercevra jamais. Et même s'il s'en aperçoit, qui croira un imbécile qui a travaillé en usine toute sa vie? À ce moment-là, je compris qu'Antoine n'avait pas seulement volé mon argent. Il avait volé ma dignité, mon rôle de père, le respect que je pensais avoir gagné avec une vie d'honnêteté. Julie, j'ai besoin de ton aide. N'importe quoi, grand-papa. D'abord, ne dis rien à personne. Même pas à ta mère. Deuxièmement, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Je lui expliquai mon plan. Au début, elle sembla incrédule, puis inquiète, finalement déterminée. Tu es sûr, grand-papa? Je suis sûr. Il est temps que ton oncle apprenne qui est vraiment l'imbécile qui a travaillé en usine toute sa vie, point. Le lendemain, lundi, j'allais normalement au travail. Mais d'abord, je fis un arrêt au commissariat de police du 7e arrondissement. Je portai plainte pour cambriolage avec effraction, remettant aux gendarmes l'enregistrement de Julie et une liste détaillée de tout ce qui avait été volé. Le brigadier Moreau, un homme dans la cinquantaine aux cheveux gris et aux yeux attentifs, m'écouta sans m'interrompre. « Monsieur Dubois, c'est une situation délicate. Le vol a été commis par votre fils. Brigadier, un vol c'est un vol. Peu importe qui le commet. Vous avez raison. Nous procéderons à l'enquête. Vous voulez une copie de la plainte? Oui, merci. J'arrivai à l'usine avec 2 heures de retard, mais M. Leroux ne dit rien. Cette journée-là, je travaillais comme un automate, montant des boulons et serrant des écrous, pendant que mon esprit était ailleurs, concentré sur ce qui allait se passer dans les heures suivantes. Julie m'envoya un message à midi, tout prêt, grand-papa. L'après-midi, à 4 heures, pendant que j'étais encore au travail, je reçus un appel du commissariat. Antoine et Sylvie avaient été arrêtés alors qu'ils tentaient de vendre mon butin à un receleur dans le quartier de la Guillotière. Ils avaient été pris en flagrant délit, avec mes documents dans le sac et un livret d'épargne qu'ils essayaient de vider. Le piège avait parfaitement fonctionné. Julie, suivant mes instructions, avait appelé Antoine en lui disant qu'elle avait entendu des bruits étranges chez moi la veille et qu'il valait peut-être mieux aller vérifier si tout allait bien. Antoine, pensant qu'ils avaient été découverts, avait décidé de se débarrasser rapidement du butin. Mais nous l'attendions. Quand je sortis de l'usine, à 6 heures du soir, Antoine et Sylvie étaient déjà au commissariat pour l'interrogatoire. Mes 4 000 € avaient été récupérés, avec tous les documents. Je me rendis au commissariat pour récupérer mes biens. Quand je vis Antoine dans les salles d'interrogatoire à travers la vitre, j'éprouvai une sensation étrange.
Ce n'était pas de la satisfaction, ce n'était pas de la colère. C'était de la tristesse. Tristesse pour un fils que j'avais mal élevé, qui n'avait jamais appris la valeur du travail honnête et du respect. Antoine me vit à travers la vitre et baissa les yeux. Sylvie pleurait. Le brigadier Moreau s'approcha de moi. Monsieur Dubois, votre fils avoue tout. Il dit qu'il avait besoin d'argent pour payer des dettes de jeu. Sa femme confirme. Il prendra probablement 2 à 4 ans, avec sursis. Dettes de jeu. Oui. Apparemment, il fréquente depuis longtemps le casino de Saint-Étienne. Il doit une somme considérable à certaines personnes peu recommandables. Une fois de plus, je découvrais quelque chose sur mon fils que je ne savais pas. Antoine jouait. Antoine avait des dettes avec des gens dangereux. Et au lieu de venir me voir, au lieu de demander de l'aide, il avait préféré me voler. Je rentrai chez moi avec mon argent et mes documents. La serrure de la porte avait été changée le matin par un serrurier que Julie avait appelé pour moi. Maintenant, je me sentais plus en sécurité, mais la sécurité physique n'effaçait pas la blessure émotionnelle. Julie m'attendait à la maison. Elle avait préparé le dîner, des spaghettis à la tomate, comme ceux que faisait sa grand-mère Madeleine. « Comment ça va, grand-papa? » « Je ne sais pas, Julie. »« Je ne sais vraiment pas. » Nous mangeâmes en silence. Puis, pendant que je lavais la vaisselle, Julie me dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Grand-papa, je suis fier de toi. Pas parce que tu as fait arrêter oncle Antoine, mais parce que tu n'as jamais cessé d'être une personne bien, même quand tous autour de toi ne l'étaient pas. » Ces mots m'émurent plus que je ne voulais l'admettre. Dans les jours suivants, la nouvelle de l'arrestation d'Antoine se répandit dans le quartier. Madame Rousseau, le barman Pierre, les collègues de l'usine, tous savaient que mon fils m'avait volé. Certains me regardaient avec pitié, d'autres avec gêne. Mais il y avait aussi ceux qui me regardaient avec respect, parce que je n'avais pas hésité à le dénoncer. Céline arriva de Marseille 3 jours après. Elle était furieuse contre Antoine, mais aussi inquiète pour moi. « Papa, pourquoi tu ne m'as pas appelé tout de suite? » « Céline, je devais gérer la situation tout seul. Je ne voulais pas être un fardeau. »« Papa, tu n'es jamais un fardeau. Tu es notre père. » Ce soir-là, elle dîna avec moi et Julie. Pour la première fois depuis des années, je me sentis entouré par l'affection de ma famille. De la vraie, de celle qui comptait. Antoine fut jugé 3 mois plus tard. Le juge, considérant les aveux et le fait qu'il avait ou restitué, lui donna 2 ans avec sursis. Mais la vraie peine pour Antoine ne fut pas la sentence du tribunal. La vraie peine fut de découvrir que sa fille Julie avait choisi de se ranger de mon côté. Que sa sœur Céline ne lui adressait plus la parole. Qu'il était devenu dans le quartier, celui qui a volé son père. Antoine tenta de se rapprocher de moi plusieurs fois. Il m'appela, m'envoya des lettres, une fois il se présenta même sous la maison. Mais je n'avais rien à lui dire. Ce n'était pas l'argent le problème. C'était la confiance. C'était le respect. C'était l'idée que j'étais un imbécile à voler. Quelques mois après le procès, Julie vint me voir avec une proposition. « Grand-papa, j'ai 19 ans maintenant. Je peux travailler. Que dirais-tu si je venais vivre avec toi? Je t'aide avec les dépenses et tu m'aides avec l'université. » L'idée me plut immédiatement. La maison était trop grande pour moi seul, et Julie était une jeune fille sérieuse, studieuse, qui méritait d'être aidée. Mais tes parents? Maman est d'accord. Elle dit qu'il est temps que j'apprenne à me débrouiller seul, et qu'il n'y a pas de meilleure personne que toi pour me l'enseigner. Ainsi Julie emménagea avec moi. La chambre qui avait été à Antoine devint la sienne. La jeune fille s'inscrivit en informatique à l'Université Lyon 1 et commença à travailler à temps partiel dans un magasin d'électronique du centre. Les samedis soirs, nous cuisinions ensemble. Julie avait appris quelques recettes de sa grand-mère Madeleine, et je lui enseignais les astuces que j'avais apprises en 40 ans de célibat les week-ends. C'était beau d'entendre à nouveau des voix dans la maison, des rires, le bruit des assiettes et des casseroles. Un soir, pendant que nous regardions la télévision, Julie me dit « Grand-papa, tu as déjà regretté d'avoir dénoncé oncle Antoine. »
Je réfléchis longtemps avant de répondre. Non, Julie. Je ne l'ai jamais regretté. Mais je regrette de ne pas l'avoir mieux éduqué quand il était petit. Peut-être que si j'avais été plus présent, plus sévère, les choses se seraient passées différemment. Ce n'est pas ta faute, grand-papa. Chacun fait ses propres choix. Toi, tu as toujours fait les bons. Antoine sortit de prison après 1 an et demi. Il avait trouvé du travail dans une entreprise de nettoyage et semblait avoir arrêté de jouer. Sylvie l'avait quitté pendant la détention et avait déménagé à Paris avec les enfants. Un dimanche matin, pendant que j'étais au marché de Lyon avec Julie, je le rencontrai. Il avait maigri, avait des cheveux plus gris, paraissait beaucoup plus vieux que ses 47 ans. Nous nous regardâmes quelques secondes sans parler. Puis il s'approcha. « Papa. »« Antoine. »« Comment ça va? »« Bien. »« Et toi? »« Mieux. » J'ai arrêté de jouer. Je fais un travail honnête maintenant. J'acquiesçai. Julie resta silencieuse à côté de moi, sentant la tension dans l'air. Papa, je sais que je ne peux pas demander pardon. Je sais que j'ai tout gâché. Mais je voulais que tu saches que j'ai honte. J'ai honte de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit. Je le regardai dans les yeux. Il y avait de la sincérité, mais aussi la conscience que certaines choses, une fois cassées, ne peuvent plus jamais être complètement réparées. Antoine, je suis content que tu ailles mieux. Mais ce qui s'est passé a tout changé entre nous. Je sais, papa. Je ne te demande pas d'oublier. Je te demande juste, peut-être avec le temps. Il ne finit pas la phrase. Il savait que certaines blessures guérissent lentement, si elles guérissent. Nous nous dîmes au revoir poliment. Julie et moi continuâmes les courses en silence pendant un moment, puis elle me demanda, « Tu vas faire la paix avec lui? » Je ne sais pas, Julie. Peut-être avec le temps, comme il dit. Mais ce ne sera jamais plus comme avant. Ce soir-là, à la maison, je pensais beaucoup à cette rencontre. Antoine semblait vraiment changer. La prison et la perte de sa famille l'avaient sûrement fait réfléchir. Mais la confiance, une fois perdue, est difficile à reconstruire. Dans les années suivantes, Antoine tenta encore d'autres fois de se rapprocher. Il m'envoyait des cartes de Noël, m'appelait pour mon anniversaire, se présentait parfois sous la maison avec des cadeaux que je refusais poliment. Ce n'était pas de la méchanceté de ma part, c'était simplement que je n'arrivais pas à oublier ces mots, le vieux ne s'en apercevra jamais. Qui croira un imbécile qui a travaillé en usine toute sa vie? Julie termina ses études d'informatique avec mention. Le jour de sa remise de diplôme, j'étais plus fier d'elle que de n'importe quoi d'autre que j'ai jamais fait dans ma vie. Elle était devenue une femme bien, une femme qui savait distinguer le juste de l'injuste. Elle trouva du travail dans une grande entreprise de Lyon et emménagea dans un appartement au centre-ville. Mais elle continuait à venir me voir régulièrement, chaque dimanche déjeuner ensemble, chaque soir un coup de téléphone pour savoir comment j'allais. Céline me dit une fois, « Papa, Julie te considère plus comme un père que comme un grand-père. Tu as fait pour elle ce que nous n'avons pas réussi à faire. » C'était vrai. Avec Julie, j'avais une seconde chance d'être père. Et cette fois, j'avais fait bien. Je partis à la retraite à 70 ans. Après 45 ans de travail à l'usine, mes mains se reposèrent enfin. Avec l'indemnité et la retraite, j'avais assez pour vivre dignement. Pas riche, mais en sécurité. Je décidai de vendre la maison de Gerlande et d'en acheter une plus petite à la campagne, à Collonges-au-Mont-d'Or, avec vue sur la Saône. C'était un endroit tranquille, entouré de verdure, où je pouvais cultiver un petit potager et lire les livres que je n'avais jamais eu le temps de lire. Julie m'aida pour le déménagement. Pendant que nous vidions la maison, nous trouvâmes quelques vieilles photos d'Antoine enfant. Elle le montrait en train de jouer dans la cour, de faire du vélo, de souffler les bougies d'anniversaire. C'était un enfant heureux, dis-je à Julie. Qu'est-ce qui a mal tourné? Je ne sais pas. Peut-être moi, peut-être la vie, peut-être les mauvais choix qu'il a faits en grandissant. Nous mîmes les photos dans une boîte. Je ne les jetai pas, mais je ne les mis pas non plus en évidence. La nouvelle maison était parfaite pour moi.
Un petit appartement au rez-de-chaussée avec un jardin, où je pouvais cultiver des tomates et du basilic comme ma mère le faisait quand j'étais enfant. Les voisins étaient gentils, des personnes âgées comme moi qui avaient vécu une vie de travail et profitaient maintenant de leur retraite bien méritée. Antoine découvrit ma nouvelle adresse et vint un dimanche frapper à la porte. Il s'était écoulé 1 an depuis le déménagement, et je ne lui avais pas dit où j'allais vivre. « Bonjour papa. Comment tu m'as trouvé? » J'ai demandé à Céline. « Je peux entrer. » Je le fis entrer dans le salon. Je lui offris un café qu'il accepta. Nous nous assîmes l'un en face de l'autre, comme 2 étrangers polis. « Belle maison, dit-il en regardant autour de lui. Elle me plaît. C'est tranquille. Papa, je suis venu te dire quelque chose d'important. Je le regardai sans rien dire. Dans 2 mois, je me remarie. Avec une femme que j'ai rencontrée au travail. Elle s'appelle Marie, c'est une bonne personne. Et j'aimerais que tu viennes au mariage. La demande me surprit. Antoine qui se remariait. Antoine qui voulait que je sois à son mariage. Antoine, Papa, je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Je sais que j'ai trahi ta confiance et ton amour. Mais ça fait 5 ans. J'ai changé. J'ai un travail fixe, je ne joue plus, j'ai une femme qui m'aime et qui m'a aidé à devenir une meilleure personne. Je suis content pour toi. Mais tu viendrais au mariage? Je ne te demande pas d'oublier, je te demande juste de me donner une chance de te montrer que j'ai changé. Je restai silencieux pendant de longues minutes. Je regardai Antoine et vis un homme différent de celui qui m'avait volé 5 ans auparavant. Plus maigre, plus marqué par la vie, mais aussi plus humble, plus conscient. Dis-moi une chose, Antoine. Ces dettes de jeu, tu les as remboursées? Oui, papa. Avec mon salaire, lentement, je les ai toutes remboursées. Je ne dois plus rien à personne. Et pourquoi tu n'es pas venu me voir quand tu avais ces problèmes? Pourquoi tu as préféré me voler au lieu de demander de l'aide? Antoine baissa les yeux. Parce que j'avais honte. Parce que je savais que tu m'aurais fait un sermon puis tu m'aurais aidé, comme toujours. Et je ne voulais pas me sentir comme un raté devant toi. Et au lieu de ça, tu as préféré me traiter d'imbécile, point. Ces mots, papa, ces mots, je me les répète chaque nuit avant de dormir. Il ne se passe pas un jour où je n'ai pas honte de les avoir prononcés. Je le regardai pendant quelques secondes, puis je pris une décision. Au mariage, je viendrai. Mais à mes conditions. Toutes les conditions. Marie doit tout savoir de ce qui s'est passé entre nous. Je ne veux pas qu'elle épouse un homme sans connaître son histoire. Je le lui dirai. Et ce mariage ne signifie pas que tout est pardonné. Ça signifie seulement que je suis disposé à te donner une chance de reconstruire une relation. Je le comprends. Le mariage se célébra dans une petite église de Collonges au Mont-d'Or. Marie était une femme agréable, dans la quarantaine, avec un enfant d'un mariage précédent. Elle avait un regard intelligent et semblait sincèrement amoureuse d'Antoine. Pendant la cérémonie, assis au premier rang à côté de Céline et Julie, je pensais à Madeleine. Si elle avait été vivante, qu'aurait-elle fait? Aurait-elle pardonné Antoine immédiatement, comme elle le faisait toujours, ou aurait-elle gardé ses distances comme je le faisais? Peut-être Madeleine avait-elle toujours raison quand elle disait que l'amour d'un parent doit être inconditionnel. Mais l'amour inconditionnel ne signifie pas l'accepter tout sans conséquence. À la réception, Antoine me présenta à Marie comme « mon père Marcel ». Il n'ajouta rien d'autre, n'expliqua pas notre relation compliquée. Mais à la façon dont elle me regardait, je compris qu'elle savait tout. « Monsieur Marcel, me dit-elle, Antoine m'a tout raconté de ce qui s'est passé. Je veux que vous sachiez que je suis conscient des erreurs qu'il a commises et que je l'aide à être une meilleure personne. Marie, Antoine est un homme adulte. S'il a fait des erreurs, il doit en payer les conséquences. S'il a changé, il doit le prouver. Je suis d'accord. Et je vous promets que je ne permettrai jamais qu'il répète les mêmes erreurs. » Pendant le déjeuner, j'observai Antoine. Il semblait heureux, plus serein que je ne l'avais jamais vu. Il était attentionné avec Marie, patient avec son enfant,
poli avec tous les invités. Peut-être avait-il vraiment changé. Mais la confiance, une fois perdue, se reconstruit lentement, geste après geste, jour après jour. Dans les mois suivants, Antoine commença à m'appeler régulièrement. Il ne me demandait jamais rien, il me racontait seulement sa nouvelle vie, le travail, l'enfant de Marie qu'il avait appris à aimer comme s'il était le sien. Marie m'invita plusieurs fois à déjeuner chez eux. J'acceptais parfois, refusais d'autres fois. Je voulais qu'il comprenne que mon pardon n'était pas automatique, qu'il devait être mérité. Un jour, Julie me dit, « Grand-papa, je crois qu'oncle Antoine a vraiment changé. Peut-être que tu devrais lui donner une vraie chance. » Julie, certaines trahisons laissent des cicatrices permanentes. Je sais, grand-papa. Mais peut-être que ça vaut la peine d'essayer de guérir aussi ces cicatrices. Julie avait raison, comme souvent. C'était une jeune fille sage, qui avait appris de la vie plus que son jeune âge ne pouvait le suggérer. L'été dernier, Antoine me demanda si je voulais partir en vacances avec eux en Provence. Au début, je refusai, puis je changeai d'avis. Peut-être était-il temps de mettre cette nouvelle relation à l'épreuve. Nous passâmes une semaine à Avignon, dans un petit hôtel avec vue sur le Rhône. Antoine s'occupa de moi pendant toutes les vacances, m'apportait le petit déjeuner au lit, m'accompagnait aux visites, me lisait le journal quand j'avais oublié mes lunettes. Un soir, pendant que nous nous promenions sur les remparts d'Avignon, il me dit, « Papa, je te remercie d'être venu. » Il n'y a pas de quoi. Si, il y a. Ces vacances ensemble, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée depuis des années. Je le regardais. Les lumières du coucher de soleil sur le Rhône rendaient tout magique, irréel. Antoine, ce que tu as fait, je ne l'oublierai jamais. Mais peut-être que je peux apprendre à vivre avec ce souvenir. C'est tout ce que je te demande, papa. Aujourd'hui, j'ai 75 ans. Antoine et Marie sont mariés depuis 3 ans et semblent heureux. L'enfant de Marie m'appelle « Papy Marcel » et m'a accepté dans leur famille avec naturel. Antoine ne m'a plus jamais demandé d'argent, ne s'est plus jamais plaint de la vie, n'a plus jamais joué. Il travaille dur, est un mari aimant et un beau-père attentionné. La relation entre nous est différente de celle d'avant le vol. Elle est plus distante, plus prudente, mais aussi plus honnête. Nous ne faisons pas semblant que rien ne s'est passé, mais nous avons appris à construire quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qui avait été détruit. Julie est devenue chef d'équipe dans son entreprise et va bientôt se marier avec un garçon de Grenoble qui étudie la médecine. Elle est l'orgueil de ma vieillesse, la preuve que l'honnêteté et le travail dur paient encore. Céline vient souvent me voir de Marseille, et quand elle ne peut pas venir, elle m'envoie ses enfants plus jeunes passer les week-ends avec moi. La maison est toujours pleine de voix et de rires. Parfois, je pense à ce qui serait arrivé si je n'avais pas reçu ce message de Julie ce soir de novembre. Peut-être qu'Antoine m'aurait volé sans que je m'en aperçoive jamais. Peut-être que je serais resté l'imbécile qui a travaillé en usine toute sa vie, sans le savoir. Mais Julie m'a sauvé. Pas seulement des voleurs, mais aussi de l'humiliation d'être volé par ma propre famille sans pouvoir me défendre. Ce soir-là, quand tout a commencé, je ne savais pas que j'allais vivre la crise la plus douloureuse de ma vie. Mais je ne savais pas non plus que j'allais découvrir que j'avais autour de moi des personnes qui m'aimaient vraiment, des personnes prêtes à me protéger même au prix de blesser d'autres membres de la famille. La justice n'est pas toujours égale pour tous. Parfois, elle est aveugle, parfois partiale. Mais quand vous avez la chance d'être entouré par les bonnes personnes, la justice arrive toujours, d'une manière ou d'une autre. Antoine a payé pour ce qu'il a fait. Pas seulement avec la prison, mais avec la perte de la confiance de toute la famille, avec la honte, avec la conscience d'avoir trahi l'homme qu'il avait le plus aimé et soutenu. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je ne regrette pas de l'avoir dénoncé. Un père doit enseigner à ses enfants que les actions ont des conséquences, que le respect se gagne et peut se perdre, que l'honnêteté n'est pas négociable. Mais je suis aussi content d'avoir donné à Antoine une seconde chance. Parce qu'à la fin, malgré tout ce qui s'est passé, il reste mon fils. Et un père, même quand il doit être sévère, n'arrête jamais complètement d'espérer le changement. La plus grande vengeance que j'ai eue contre Antoine n'a pas été de le faire arrêter. Ça a été de prouver que l'imbécile qui a travaillé en usine toute sa vie avait plus de dignité,
plus d'intelligence et plus de caractère qu'ils n'avaient jamais imaginé. Et peut-être, à la fin, c'était aussi ça une leçon qui valait la peine d'être enseignée. Si cette histoire vous a touché, laissez un like et racontez dans les commentaires si vous avez déjà vécu une trahison familiale ou si vous connaissez quelqu'un qui a traversé des situations similaires. Vos expériences peuvent aider d'autres personnes qui vivent des moments difficiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. La vie nous enseigne que la justice, même si elle arrive tard, arrive toujours. Et parfois, les personnes que vous attendez le moins sont celles qui vous protégeront quand vous en aurez le plus besoin.